Salam alaikum. Alors dans cette partie du cours, on va parler de la diffraction des rayons X par une structure cristalline, un phénomène physique qui a permis aux physiciens il y a 100 ans de connaître la structure microscopique des matériaux cristallins. Alors on commence par poser cette question: comment les scientifiques ont fait pour connaître la structure atomique des matériaux? À l'heure actuelle, les microscopes électroniques à transmission et bien d'autres à très haute résolution permettent de visualiser les atomes. Et je vous ai montré la fois passée une vidéo qui a permis de passer de la structure macroscopique d'une bougie vers sa structure microscopique, c'est-à-dire jusqu'à voir les atomes de la structure. Alors vous avez ici une structure de deux régions, c'est-à-dire microscopique à l'échelle atomique, d'une structure céramique, c'est ce qu'on appelle une structure perovskite, PbTiO3, avec une différence dans la polarisation électrique sur deux régions. C'est-à-dire à l'aide de ce microscope électronique, on peut voir la structure atomique de la structure. Mais avant l'apparition de ces dispositifs sophistiqués, comment les gens faisaient pour mettre en exergue la structure des matériaux. Alors, mais avant un siècle, les scientifiques n'avaient pas à leur disposition ce microscope à haute résolution. Alors, après la découverte des rayons X, qui sont des ondes électromagnétiques transversales par le Röntgen en 1895, et la mise en évidence de leur nature ondulatoire en 1913 avec la venue de la mécanique quantique, il y avait les réalisations des premières expériences de diffraction suggérées par un certain Van Loé, et on s'est aperçu que si on envoyait des rayons X sur un cristal, eh ben, on va avoir des petites taches qui apparaissent sur un écran. Voilà. Sur ce schéma, alors on envoie des rayons X, bien sûr, parfois monochromatiques et parallèles sur un cristal, un bout de cristal, et bien sur un écran, on va voir des taches, voilà, comme c'est le cas ici. Alors, les gens, c'est-à-dire les spécialistes du domaine, ont élaboré tout un outil mathématique pour interpréter ce qu'on avait sur l'écran pour déduire la structure microscopique du cristal. Voilà, c'est tout un domaine, c'est la cristallographie, ou bien plus général la radiocristallographie, c'est-à-dire où on utilise les ondes pour détecter la structure microscopique des matériaux. Voilà, c'est l'idée. Alors, les spécialistes ont commencé à faire une diffraction à l'aide d'une source de lumière, rayon X parallèle et monochromatique. Voilà. On va voir c'est quoi les rayons X. Alors, en fait, la connaissance de la structure cristalline des matériaux est basée sur ce qu'on appelle diffraction des rayons X par un cristal. Alors, la première, c'est-à-dire la fameuse expérience de diffraction qui a été faite par un certain Young c'est-à-dire première année c'est-à-dire du 19e siècle, 1813-1815. Alors c'est la première expérience qui a montré ce phénomène de diffraction. Alors, c'est quoi la diffraction? Est une propriété des ondes. Voilà, ce sont des ondes qui se manifestent par un changement de direction de propagation de l'onde lorsque celle-ci rencontre
une ouverture ou un obstacle sans changement de la longueur d'onde lambda de l'onde, c'est-à-dire émise. Alors je vous recommande de revoir certaines notions sur l'expérience de Young. Voilà. Alors pour toutes les ondes, la diffraction est nettement observée lorsque la dimension A de l'ouverture ou de l'obstacle est de même ordre. Alors c'est une condition nécessaire, c'est que l'ouverture par laquelle passent les ondes doivent être de même ordre grandeur ou inférieure à la longueur d'onde utilisée dans l'expérience de la diffraction. Voilà. Par exemple, vous pouvez voir ici, voilà une ouverture, il y a les vagues sur la surface de la mer, et vous pouvez voir que cette ouverture est de même longueur, bien sûr elle est un peu plus grande que la longueur d'onde, mais c'est de même ordre de grandeur. C'est pour ça qu'on va voir un phénomène de diffraction dans toutes les directions. Voilà. Alors d'autre part, le phénomène de diffraction des rayons X est lié physiquement au phénomène de diffusion des rayons X par des nuages électroniques, puisque on va émettre des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques vont rencontrer les atomes. Les atomes, c'est quoi? Ce sont des nuages électroniques. Et bien cette interaction entre l'onde émise et le nuage électronique va donner naissance au phénomène de diffraction. Voilà. Il n'y a pas juste le changement de direction, mais il y a aussi une interaction entre l'onde émise, incidente, et le nuage électronique. Voilà. Car un atome sans électron est considéré comme un centre diffuseur pratiquement inexistant. Voilà. C'est-à-dire l'onde diffractée est essentiellement diffractée par le nuage électronique. Alors de ce fait, un proton ou même un atome d'hydrogène est presque invisible aux rayons X, car plus petit par rapport à d'autres centres diffuseurs constitués essentiellement de nuages électroniques. Voilà. Alors d'autres types de diffraction, il n'y a pas que les diffractions des rayons X, il existe aussi ce qu'on appelle la diffraction par neutron. On envoie un neutron neutre, c'est-à-dire sans charge, sur de la matière où les noyaux sont des centres diffuseurs. Voilà. C'est-à-dire les neutrons peuvent pénétrer puisqu'ils ne vont pas interagir avec le nuage électronique qui lui est chargé. Le neutron n'est pas chargé, et bien il peut interagir avec le noyau. Maintenant, il y a un autre type de diffraction, ce qu'on appelle la diffraction par électron. Alors on envoie des électrons, c'est-à-dire des particules chargées, sur la matière qui vont avoir une interaction prépondérante avec les électrons de la matière, mais il est plus facile d'envoyer un faisceau de rayons X que d'électrons, car plus compliqué à exploiter et à réaliser, puisqu'on a des charges électriques qui vont c'est-à-dire interagir avec d'autres charges électriques, et sera plus complexe d'interpréter les résultats. Mais pour les rayons X, voilà, c'est plus facile d'interpréter ce qu'on aura comme résultat, car plus compliqué à exploiter, à réaliser. La diffraction électronique est souvent utilisée dans l'étude de la géométrie des couches minces et des cristaux très petits. Voilà. Alors, la diffraction des rayons X permet entre autres de identifier la nature cristalline ou amorphe d'une substance, contrôler l'existence d'impuretés ou phases secondaires lors des différentes phases de la préparation des matériaux, distinguer différentes formes allotropiques d'un matériau. La fois passée, j'ai parlé de l'allotropie. C'est quoi? C'est le changement de structure cristalline en fonction de la température. Alors, contrairement à un solide cristallin, la structure d'un solide amorphe, alors vous connaissez maintenant c'est quoi une structure, la différence entre un solide cristallin qui a une
structure régulière, alors que solide amorphe, c'est une structure un peu aléatoire et inaccessible par la diffraction des rayons X ou par la diffraction électronique, du fait que le solide amorphe n'a pas une structure régulière. Voilà. En fait, le spectre de diffraction des rayons X d'un solide amorphe enregistré par un diffractomètre, c'est-à-dire le dispositif utilisé pour la diffraction des rayons X, est constitué d'une raie très large et diffuse, indiquant l'absence d'une unité structurale qui se répéterait identique à elle-même à intervalles périodiques dans les 3 dimensions. C'est-à-dire généralement dans une diffraction des rayons X par une structure cristallin, on va voir des points, c'est-à-dire des pics. Et bien pour la diffraction sur un solide amorphe, on ne va pas avoir des pics, mais juste une raie très large. Et bien en faisant cette diffraction, on peut distinguer un solide cristallin d'un solide amorphe, selon le résultat qu'on obtient. Alors, comment peut-on produire des rayons X? Alors, je vais donner, c'est-à-dire la procédure générale, voilà, technique, mais il y a des détails qu'on ne peut pas les citer ici parce que c'est tellement technique qu'on ne peut pas entrer dans dans ce sujet, mais juste grosso modo comment on peut faire pour produire des rayons X. Alors on va utiliser un appareil qui contient un filament, voilà le filament en tungstène chauffé par l'application d'une tension très élevée de 30 à 40 et ça va même à jusqu'à 100 kV, mais avec un ampérage très faible, entre 10 mA et par exemple 60 mA. Voilà, ce filament il se chauffe, voilà, et permet d'émettre des électrons dans ce tube, voilà, le tube qui est vide, voilà, pour éviter les collisions avec les molécules d'air. Et bien, dans ce tube évacué d'air, et bien les électrons qui seront produits sur le filament de tungstène vont avoir une énergie cinétique qui leur permettra de prendre chemin dans cette direction. Voilà. Alors les électrons seront canalisés pour enfin entrer en collision avec une cible métallique. Voilà, en noir, cette cible métallique, les électrons vont frapper sur cette cible métallique qu'on appelle anticathode, constituée du matériau que l'on choisit pour générer le type de rayon X désiré. Parce que on peut choisir c'est-à-dire la marge d'onde qu'on veut utiliser par les rayons X. Par exemple, le cuivre, le fer, le molybdène, etc. Il y a certains matériaux qui sont c'est-à-dire consacrés à cette production de rayons X. Alors les électrons vont frapper les électrons de la cathode, voilà, de l'anticathode, c'est-à-dire la cible. Alors la collision entre électrons énergétiques et les atomes de la cible génère des rayons X sous différents angles. Voilà, parce que les électrons vont frapper les atomes de la cible, les atomes bien sûr il y a des électrons, et bien il va y avoir génération de rayons X sous différents angles, voilà, dans toutes les directions, lequel passe à travers des orifices généralement en beryllium, qui est un matériau transparent à ce rayonnement, vers l'objectif à analyser. Voilà, c'est-à-dire les électrons vont sortir à travers cet orifice avec une barrière en beryllium, voilà, et une fois sorti le rayon X, il va être utilisé pour la diffraction sur un cristal. Bien sûr, puisque c'est de haute tension, la cible va être chauffée. C'est pour ça qu'on va utiliser un système de refroidissement par passage de l'eau, cooling water, voilà, ici,
pour permettre le refroidissement du système. Voilà. Alors, un faisceau d'électrons incident frappe un atome de la cible faisant éjecter. Alors, comment faire? C'est-à-dire la physique de la chose. Un faisceau d'électrons incident frappe un atome de la cible faisant éjecter un électron de l'atome d'un certain niveau énergétique correspondant à une couche et même à une sous-couche. C'est-à-dire l'électron qui vient du filament va frapper un atome, il va éjecter un atome de son énergie, de son niveau d'énergie. Cet électron de l'atome, il va passer à un autre niveau, mais comme les électrons veulent à chaque fois revoir, c'est-à-dire revenir à leur niveau, en allant du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas, ils vont émettre des photons, c'est-à-dire de la lumière, selon le passage d'un niveau à un autre. Voilà. D'un certain niveau énergétique correspond à une couche et même à une sous-couche, puisque, par exemple, rappelez-vous, les couches, c'est 1 égale à 1, 1 égale à 2, 1 égale à 3, mais par exemple, pour le 1 égale à 2, il y a le 2S, il y a le 2P. Pour le 3, il y a le 3S, le 3P et le 3D. Ce sont des sous-couches. Voilà. Alors, au même moment, un électron d'une couche supérieure, énergie supérieure, viendra se loger dans la position de l'électron qui vient d'être éjecté. Voilà. Soit l'électron revient lui-même, soit il y aura un autre électron qui saute sur l'occasion pour occuper la position de l'électron éjecté, tout en minimisant son énergie. Ce processus s'accompagne d'une émission d'un photon énergétique de type rayon X, parce que les électrons qui sont produits dans le filament sont tellement énergétiques qu'ils vont affecter les électrons du cœur et non pas les électrons de valence. C'est pour ça qu'on aura des photons de type rayon X, c'est-à-dire des rayons énergétiques. Voilà. Alors, le domaine de la longueur d'onde des rayons X va de 0,1 angstrom à 100 angstrom, c'est-à-dire limite des rayons gamma. Alors, vous avez ici le spectre électromagnétique. Voilà. Ça va de long wave, radio wave, microwave, infrared, le visible. Eh bien, nous, on utilise les rayons X qui sont entre les rayons gamma et les ultraviolets. Alors, en termes de longueur d'onde, on est entre 1 angstrom, même 0,1 angstrom, 0,5, et 1 nanomètre, 10, c'est-à-dire 10 angstrom, et même à 100 angstrom, 10 nanomètres. Tout c'est-à-dire cette fourchette est utilisée sous l'appellation de rayon X. Voilà. Ce qui est du même ordre des distances. Attends, c'est très important. Pourquoi on utilise les rayons X et non pas les longues, c'est-à-dire la lumière visible? Eh bien, pour une raison simple, c'est que la longueur d'onde du rayon X est du même ordre que la distance interatomique dans les matériaux. Par exemple, les matériaux, c'est, vous trouvez 3 angstroms, 4 angstroms, 6 angstroms. Voilà, c'est du même ordre que les rayons X. C'est pour ça, si on utilise la lumière blanche dans la diffraction pour un cristal, ça ne donne rien. Voilà. Alors, en effet, pour sonder la structure, voilà, la structure microscopique d'un solide à l'aide d'une onde électromagnétique, il faut que sa longueur d'onde soit du même ordre de grandeur du matériau. Voilà, c'est très important. Alors, je vous donne ici la figure de l'intensité des rayons X émises par une certaine cible en fonction de la longueur d'onde. C'est-à-dire, la source va émettre dans toutes les longueurs d'onde, mais avec une certaine intensité pour chaque longueur d'onde. Alors, un spectre émis par une anticathode, c'est-à-dire la cible, est constitué par un fond continu, voilà, le fond continu, auquel se superpose un spectre de raies, voilà, des raies pointues, c'est-à-dire des longueurs d'onde bien définies. Voilà,
les appels KB, KA alpha, L alpha. On va voir qu'est-ce que cela signifie. Mais c'est ça ce qu'on peut avoir comme résultat du système c'est-à-dire du dispositif utilisé. Voilà. C'est-à-dire ça sort de cet orifice des rayons X avec des longueurs d'onde différentes. Voilà, il n'y a pas qu'une seule longueur d'onde. Alors, et on voit ici que on a un fond continu et des pics avec, voilà, des appellations. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, selon la nomenclature des spécialistes de la spectroscopie, les couches énergétiques que l'on connaît, c'est-à-dire en physique n égale à 1, 2, 3, sont représentées par les lettres K, L, M, N. Chez les c'est-à-dire les spécialistes de la spectroscopie, on les appelle n égale à K, 2 c'est L, 3 c'est M, N c'est 4 c'est M. Avec alpha, la transition entre deux niveaux adjacents, par exemple entre K et L, entre L et M, et entre L et M. B, la transition entre deux niveaux séparés d'un autre niveau, par exemple entre K et M. La transition entre K et M, on l'appelle bêta. Entre L et N, on l'appelle bêta. Maintenant, le gamma, c'est par exemple entre K et N, c'est-à-dire où il y a deux niveaux, deux couches. Voilà, entre ces deux, entre le K et le N. Voilà, alors vous pouvez voir ici, par exemple, le K, c'est le N. Voilà, le N à une seule couche, c'est le 1S, avec le spin N', voilà. Maintenant, le L a trois couches, voilà, on a le 2S, le 2P et le 2P, voilà. Normalement, c'est, ici, on a 4. Et ici, on aura 5 sous-couches. Voilà. Vous avez les 3S. Voilà. Alors, les transitions entre les couches, bien sûr, K c'est la couche la plus, c'est-à-dire la première couche, K, N égale à 1, deuxième c'est L, et le troisième c'est N. Et on a les transitions entre ces couches, et bien ces transitions sont c'est-à-dire indexées par le alpha, le bêta, comme je viens de le dire. Vous pouvez avoir ici le alpha 1, alpha 2. On rajoute ces nombres parce que on aura, pour des couches, il y aura des sous-couches. Et chaque transition, on va lui donner un indice. Voilà. Vous pouvez voir des cours de spectroscopie pour avoir plus de détails sur ces appellations. Voilà, alors par exemple le K alpha c'est une transition de la couche L vers la couche K, puisque on a alpha, c'est entre deux couches consécutives. K bêta c'est entre K et L, et LB par exemple entre L et N. Voilà. Alors la figure montre le spectre, c'est-à-dire cette figure montre le spectre des rayons X, intensité de rayon X en fonction de sa longueur d'onde. Voilà. C'est-à-dire l'intensité du rayon X produit en fonction de la longueur d'onde pour différentes valeurs de voltage, de tension appliquées au filament de tungstène. Voilà. Alors, pour différentes valeurs de la tension, V appliquée au filament de tungstène et une cible de molybdène. Voilà la cible. Alors, vous voyez ici que pour une valeur de 5 kV, et bien là, la valeur, on a juste un fond continu. Même pour 10, même pour 15, même pour 20. Et bien à partir de 25 kV, apparaît un pic. Un pic, c'est-à-dire un rayon X, c'est-à-dire de longueur bien définie. On peut utiliser, c'est-à-dire on sait déjà la longueur d'onde de ce pic, avec bien sûr une intensité bien plus supérieure au fond continu. Autre chose, vous pouvez voir que là, il y a une longueur d'onde minimale qui dépend de la tension. Et bien, vous voyez que à chaque fois que la tension augmente, voilà, cette longueur d'onde minimale diminue. Voilà. Elle est inversement proportionnelle à la tension appliquée.
Voilà. Alors on voit des courbes d'intensité d'émission de rayons X continuent sur un intervalle très large, dans la limite des X bien sûr, de longueur d'onde pour différentes tensions que l'on appelle lumière blanche, puisque toutes les longueurs d'onde sont émises. Voilà. Pour un seuil de tension appliqué, des pics d'intensité apparaissent. Voilà, bien sûr, ici c'est pour 25 kV qu'on a un pic. C'est-à-dire pour une tension de moins de 25 kV, on aura juste de la lumière blanche. Voilà. Pour chaque valeur de la tension V, il existe une limite de longueur d'onde pour laquelle l'intensité des rayons est nulle. On appelle cette longueur d'onde la limite de courte longueur d'onde, lambda, short wave limit. Voilà, correspondant à une fréquence maximale, puisqu'il y a une, c'est-à-dire lambda et mu c'est la fréquence, sont inversement proportionnelles. Voilà. Et vous pouvez voir ça. Voilà, c'est la longueur d'onde diminue lorsqu'on augmente la tension V. Alors cette longueur d'onde limite peut être obtenue en considérant l'énergie d'un photon d'énergie maximale égale, alors l'expression d'Einstein, E égale à H d'un photon de fréquence mu. Voilà. Fréquence mu avec H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Voilà. Alors, c'est l'énergie qui est égale à H mu d'un photon, qui a une fréquence mu. D'autre part, l'énergie électrique nécessaire pour produire ce photon est égale à E, c'est-à-dire l'énergie qui est égale à E, c'est la charge fois la tension. Alors E égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà, et V la tension électrique appliquée mesurée en volts. En égalant ces deux expressions de l'énergie, pour un photon, on aura H mu max égale à E fois V. Et bien de là, on trouve mu max égale à EV sur H. D'autre part, la longueur d'onde minimale est donnée par la relation qui relie la longueur d'onde à la fréquence, c'est lambda égale à C sur mu. Bien sûr, on cherche ici la limite de la longueur minimale de la longueur. Et bien, on applique la fréquence maximale. Et bien, C, c'est là la vitesse de la lumière dans le vide. On multiplie par H, voilà, C fois H, et on divise par E sur V. C'est pour ça qu'on a trouvé que, alors en remplaçant les valeurs de C, H et E par leurs valeurs respectives, on trouve que la longueur la longueur minimale, voilà, la longueur d'onde minimale égale à 12 400 sur V. Voilà. Alors vous pouvez vérifier l'unité. Je pense que c'est angstrom. Sinon c'est le nanomètre. Voilà. C'est le nanomètre. Voilà. Alors la limite lambda diminue lorsque la tension V augmente. C'est ce qu'on a vu déjà sur la figure. Voilà. Inversion proportionnelle à V. Alors, même ce rayonnement quantique, plutôt continu, blanc, est utilisé, c'est-à-dire a une utilisation. On peut l'utiliser pour l'étude des structures monocristallines, alors que la lumière monochromatique, c'est-à-dire celle qui correspond à des pics, est utilisée pour l'étude des structures polycristallines. Alors les rayons X sont invisibles à notre œil, à l'œil nu, peuvent être transformés en radiation visible, c'est-à-dire pour voir la structure qu'on a obtenue par diffraction des rayons X à travers un cristal. Il faut que ces rayons soient visibles. Alors qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des plaques en sulfure de zinc, ce qu'on appelle des écrans fluorescents, parce que les rayons X rendent certaines substances, c'est-à-dire cette substance sulfure de zinc, fluorescente, c'est-à-dire visible à l'œil. Bien sûr, il y a d'autres manières pour visualiser les rayons X et on peut être détecté, par exemple, en utilisant ce qu'on appelle les compteurs à gaz de type Geiger-Müller ou un compteur proportionnel ou même
ce qu'on appelle un compteur à scintillation. Bien sûr, vous pouvez voir ça dans la littérature. Voilà. Alors, pour voir la diffraction des rayons X, je vais vous montrer une vidéo qui met, c'est-à-dire qui donne une analogie optique à ce qui se passe pour les rayons X dans un cristal. Voilà. Je vous laisse suivre cette vidéo. L'optique. Pour montrer comment finalement ces arrangements cristallins ont été observés dans la nature il y a à peu près un siècle, eh bien on va faire un changement d'échelle d'environ un facteur 1000. C'est-à-dire on utilise des rayons X qui sont dans la longueur d'onde de l'ordre de 1 angstrom. On va passer de la lumière visible qui est de 500 à 700, enfin 400 à 750 nanomètres. Et pour ça... Comment comptes-tu faire ça, ouais? Ben, tu vois, pour ça j'ai imprimé différents rectangles sur du papier transparent avec différents niveaux de gris, du gris clair au gris foncé. Et en fait, non, à l'échelle macroscopique, on voit que des rectangles grisés. Mais en fait, à une échelle plus petite, qui correspondrait, disons, à l'équivalent de ce qu'on veut faire avec la lumière, à des petits points qui ont été faits par l'imprimante à jet d'encre. Tu veux dire que si j'observe ce rectangle avec notre microscope USB, je vais réussir à avoir Absolument. une structure? Exactement. Alors, essayons. Voilà, exactement comme... Voilà. Alors, effectivement, on voit bien les petits points gris de l'impression. C'est un gris clair. Si tu fais sur du plus foncé, la densité est plus grande. Ouais. Et la distance entre les points est... C'est un peu comme si on observait un échantillon avec un microscope électronique en transmission, où on peut voir des fois les colonnes d'atomes. À très haute résolution. Maintenant, imagine qu'il y a 100 ans, on n'avait pas, n'est-ce pas, un microscope à très haute résolution pour voir ces atomes. Comment est-ce qu'il faut faire? Quelle idée proposes-tu? Alors, si j'ai une source lumineuse qui est bien parallèle et monochromatique, comme ce laser, je peux faire de la diffraction. D'accord. Donc, si je monte, c'est juste un pointeur laser, on voit ici le point vert, et si je le fais passer à travers le rectangle gris, on voit un motif qui apparaît, qui change si je tourne ma feuille, et qui représente en fait la symétrie des trous là où il n'y a pas d'encre sur la feuille. Voilà. Ça reflète effectivement ce qu'on appelle une figure de diffraction, et si on a la distance à l'écran ainsi que la longueur d'onde, de par l'espacement de ces points et la structure de ces points, on pourrait déduire et en même temps la géométrie de ces points et en même temps leur espacement. Et c'est comme ça que les gens, il y a environ un siècle, ont déterminé la structure des cristaux en faisant de la diffraction, non pas de la lumière, mais des rayons X, à un facteur environ 1000 fois plus petit. Ici, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même rapport, ça serait presque plus la diffraction des électrons sur les atomes, vu que la longueur d'onde est quand même nettement plus petite que l'espacement entre les trous, les trous laissés par l'imprimante à jet d'encre. Mais revenons. Voilà. Alors je vous laisse le soin de faire une pause sur ces slides pour avoir plus de détails sur ce qu'on vient de voir. Voilà. Merci.